Chacun de nos états d'existence a son élément. Le corps éthérique a l'éther planétaire, le double a le magnétisme terrestre, et il y a l'ombre qui vit au sein du tellurisme. Alors là, avec elle, nous entrons dans un univers très particulier qui porte un nom, c'est la sorcellerie, au vrai sens du mot. Nous allons voir comment. L'ombre, le moi et l'entité biologique sont les satellites du Ka, du double, et non pas du moi. Il ne faut pas mettre le problème à l'envers, sinon on sort de l'hermétisme proprement égyptien. Bien sûr, l'homme est donc partagé entre tous ces états. Les voici dessinés à la manière égyptienne. Voici l'âme oiseau, le bas, dont nous parlerons plus tard, qui s'envole à la mort. Voici l'ombre, Schutt, comparez le mot à l'allemand Schatten ou à l'anglais Shadow, silhouette noire. Ça c'est le hiéroglyphe, un parasol. Voici Kaibit, qu'on confond souvent avec l'ombre, mais qui a l'indicatif des abeilles, c'est la tisseuse de cellules. Kaibit, l'entité biologique. Et puis voici le Ka, que vous avez déjà vu avec son hiéroglyphe, le Ka, le magnétisme des mains. Et puis le nom du magicien, Heka. Et dans son nom, il y a l'indicatif du Ka, parce que le pouvoir du mage est essentiellement dans les mains, dans le magnétisme. Essayons maintenant, par association d'idées, de définir l'ombre. C'est difficile de le faire d'une façon trop logique, car nous entrons là dans le paranormal, c'est évident. L'ombre est le contrepoids du double, mais c'est un contrepoids indocile, parce que c'est une entité de nature passionnelle, donc mobile, agitée. Elle est instinctive, très mal centrée chez l'homme moderne qui a perdu ses instincts, mais pas chez les Noirs d'Afrique par exemple, qui ont encore l'instinct et qui contrôlent leur ombre. Elle passe pour démoniaque, et il nous faudra tout à l'heure définir exactement ce mot de démoniaque qui a pris un sens péjoratif exagéré. En somme, l'ombre serait une caricature à la fois du double et du moi. C'est le domestique par rapport au patron, mais un domestique un peu faux jeton. On peut se rendre compte de l'existence de l'ombre chez l'homme ivre. Le moi est ankylosé, l'ombre se défoule, comme on dit aujourd'hui. Et vous pouvez analyser la nature de son ombre. Il y en a qui ont des ombres amusantes, comiques, et d'autres des ombres méchantes, vraiment démoniaques, alors au sens péjoratif. On peut également la déceler dans les foules du carnaval. Aujourd'hui, non, parce que la tradition est perdue, sauf dans certaines villes. C'était une coutume que l'Église avait reprise à l'Antiquité. Il y avait une période de l'année qui était prévue pour le défoulement. Il fallait bien que l'ombre vive. Alors on se relâchait, on mettait un masque pour ne pas être reconnu. On pouvait même choisir le masque en fonction de la nature de son ombre. Enfin, on choisissait ça, on faisait ce choix inconsciemment, bien sûr. Il y avait un personnage aussi qui incarnait l'ombre par rapport au roi. C'était le fou de cour, qui n'était pas un fou de clinique du tout. Il y en a qui sont devenus célèbres. Le fou de cour, c'était l'homme de bon sens, l'homme tellurique, l'homme simple, et d'ailleurs en général il naissait toujours dans le peuple. Et il avait le droit de dire la vérité au roi, en le tutoyant parce qu'il se considérait comme son cousin ou son frère, sur son ombre. Il lui disait par exemple, tu sais, le duc de Guise ce matin est très cérémonieux avec toi, mais il faut savoir pourquoi. Il a perdu au jeu hier soir, il a besoin que tu le renfloues. Voilà le genre de réflexion. Et il était interdit de se venger sur le bouffon, ce qu'on faisait quand même. Il se faisait rosser dans des couloirs par des laquais. Il y en a un qui est devenu célèbre, c'est le fameux Triboulet, le fou de François Ier. L'usage a duré, je le précise, jusqu'à Louis XIV.